dans un journal de la place, mais une réaction qui était plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte d'indignation, parce que je me demandais jusqu'où va la presse aujourd'hui, entre le devoir d'informer et maintenant le devoir de... La capacité de divulguer jusqu'au numéro de téléphone, parce que cette affaire de SMS est très très grave. Elle est grave à plusieurs titres. D'abord, est-il permis aux journalistes de publier le numéro de téléphone de quelqu'un? Est-il permis aux journalistes d'avoir accès à la correspondance privée d'une personne? C'est ça le problème. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté avec ces journaux? On a constaté que, tout simplement, ils ont livré... Alors, vous avez l'impression que ces journaux ont franchi le Rubicon? Oui, tout à fait. Ils ont même dépassé. Ils ont dépassé le mur du son. Ils ont dépassé le mur du son. Mais la question centrale, c'est de se demander où est-ce qu'ils ont pu trouver ces correspondances. De trois choses l'une. Ou c'est la police qui les leur a donné. Mais la police les leur a donné comment? La police les obtient en demandant au procureur certainement de toucher l'opérateur et de lui donner le listing avec tout ce qu'il y a. Ou c'est la gendarmerie. Ou alors tout simplement le régisseur de la prison. Mais est-ce que le journaliste lui-même a la capacité d'aller chercher le téléphone de Michel Fotso pour sortir ces messages là-dedans? Et ce qui est le plus inquiétant encore, c'est que ces journalistes ont affirmé dans leur livraison qu'ils ont appelé les personnes à qui ces messages étaient destinés pour leur demander confirmation d'avoir reçu ces messages. C'est incroyable. Mais Camille, on remarque tout de même que vous prenez cause et effet pour une catégorie particulière de personnalités qui sont citées dans ces SMS. Pourquoi ne pas étendre votre réaction à tous ceux qui sont cités dans cette cause? Non, je ne prends pas fait et cause pour quelqu'un. Je ne fais pas non plus le procès de la presse. Mais je dis de cette presse qui a publié, et je dis tout simplement qu'il est inadmissible que des journalistes publient et des messages adressés à une personne et le numéro de téléphone qui est privé. Ça s'explique. Moi, j'ai trouvé l'explication en me disant que la personne qui était visée là-dedans, c'est la personne sur laquelle on frappe, on tape dessus comme sur un maquillage depuis plus de 3 semaines. Parce que quand on regarde les commentaires qui sont faits au-dessous de sa correspondance, on voit et la haine et puis bon, le commentaire est beaucoup plus long. Mais vous convenez avec moi que vous êtes prononcé beaucoup plus pour une personnalité. Non, j'ai additionné. Non, pas pour une personnalité. On ne vous fait pas ce reproche dans tous les cas. Non, c'est pas un reproche, mais je dis tout simplement que je ne fais qu'analyser, je constate tout simplement. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du ministre Simi Beignet? Pourquoi on parle du ministre Amadou Toutou? Pourquoi on parle de l'ancien délégué général de la Sûreté nationale? Suzanne Kalalobe, lorsque vous parcouriez la presse cette semaine, vous avez certainement découvert un titre de la nouvelle expression, les ministres de la République sous surveillance, c'est-à-dire en réaction aux deux parutions, celle de l'anecdote et de la nouvelle. Quelle est la lecture que vous faites de ce type de traitement? On n'est pas dans le journalisme, on est en politique. Et aujourd'hui, je crois que il est clair qu'il y a un certain nombre d'organes qui servent les intérêts de la nomenclatura RDPciste. Et que dans cette nomenclatura, les jeux ne sont pas complètement ouverts et qu'il y a une sorte de peur panique à l'intérieur de cette structure. Donc, moi, je n'ai pas de sentiment. Je sais que le champ politique est un champ qui est miné et dans lequel chacun utilise ses armes. La météo, la nouvelle, l'anecdote, Galaxy, Aurore Plus, on sait que ce sont des instruments entre les mains d'un certain nombre de barons du régime et qui sont en train de régler leurs comptes. À partir de ce moment-là, puisqu'on a quitté le champ du journalisme, on est dans la jungle de la politique, et dans la jungle de la politique, tous les coups sont permis. Maintenant, on peut se poser la question sur le plan éthique et déontologique, c'est évident que ça ne se fait pas. Mais la norme morale ou éthique en politique n'existe pas. Et ce dont on parle depuis dans cette émission Droit de réponse, c'est-à-dire de cet assujettissement des journalistes aux politiques, on en a l'illustration superbe. Mais seulement ils ne sont pas seuls coupables. Ceux qui leur répondent participent aussi de ce combat-là. Pourquoi est-ce qu'on doit s'attarder, la nouvelle expression par exemple, sur le fait qu'un journal poubelle s'amuse à faire des choses exagérées qui ne relèvent pas de l'information? Pourquoi le relever? Pourquoi? Ça veut dire que quand la nouvelle expression le relève, elle ne joue pas, elle ne fait pas du journalisme. Elle veut, elle aussi, défendre un certain camp, certains des membres cités. Et on sait combien aujourd'hui la situation est polluée.
pollué parce que Mebengo pense qu'il est indexé, Amatutu indexé, tout ce monde-là indexé. Donc tous ces gens sont tellement paniqués qu'ils utilisent la presse pour masquer leur angoisse et leur inquiétude. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on laisse courir ce genre de choses. Je veux dire, en tant que journaliste, et les journaux dits sérieux, comme La Nouvelle Expression, n'auraient jamais dû prendre cela comme de l'information. Parce qu'on ne sait... Quand on se pose la question de savoir, est-ce la police Camille et m'amuse, on sait qui donne ce genre d'informations. On sait que le journalisme d'investigation est à la limite du renseignement et de l'espionnage. On sait que les soi-disant révélations que des journalistes font sont commandées par la technostructure. On le sait depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, personnellement, quand vous m'avez envoyé le sujet, je dis que, franchement, est-ce que c'est ça qui préoccupe les Camerounais 2 mois avant une élection présidentielle cruciale? Est-ce qu'on va continuer à nous divertir? Moi, ça m'a... Bon, ça me choque qu'on prenne ça comme sujet. En même temps, on n'a pas le sentiment que les Camerounais ne sont pas préoccupés par ce type de sujet, qui sont toujours véhiculés par une certaine presse, et une presse qui est davantage lue, comme La Nouvelle, pour ne pas faire la publicité de statistiquement, on ne peut pas dire que si vous allez par exemple à Missa Presse, justement j'ai fait cette enquête pour savoir si ces informations croustillantes permettent à ces pauvres journaux qui boitillent d'augmenter leurs recettes. Eh bien c'est faux. C'est faux. Même si les titres spectaculaires font l'objet des revues de presse qui justement sont les relais de ce genre de journaux, ils n'ont pas plus gagné. Le public ne lit plus ces journaux-là. Ces journaux ne sont lus qu'à l'intérieur d'une technostructure, d'une nomenclature où chacun se surveille. Mais nous, le grand public, on ne les lit pas. Maître Mbami, merci de rejoindre à nous. Vous êtes le trésorier national du SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun. Vous êtes en même temps avocat au barreau du Cameroun, et à ce titre, on vous exploite sur la question, est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a une frontière entre le devoir d'informer un parti aux journalistes et la vie privée des hommes publics? Par exemple, est-ce que dans ce genre de contexte, si pas extraordinaire, ou alors si par ordinaire, on est convaincu qu'il y a manipulation, est-ce que le journaliste, la responsabilité du journaliste sur le plan pénal pourrait être engagée? Oui, pourquoi pas. Mais je ne suis pas pour que on commence à renouveler avec les censures sous prétexte que la vie privée ou la vie publique. Les hommes publics n'ont pas de vie privée. C'est ou public ou privé. Les hommes publics, à partir du moment où vous êtes homme public, vous n'avez pas de vie privée. Quand on parle, je prends le cas d'un journal, de la maladie des chefs d'État, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, hein, c'est sa vie privée. Mais il faut qu'on sache, parce que les Camerounais qui doivent, ou les Africains, ou les Européens, ou je ne sais pas qui doit élire un homme, doit savoir s'il est en santé ou pas. Mais ma vie, ma santé à moi n'intéresse personne, parce que je ne suis pas dans une vie publique. Je ne suis pas un homme public. Donc un homme public, par définition, n'a pas de vie privée. Si vous avez quelque chose à cacher, ce n'est pas la peine. Première chose. La deuxième chose, moi ça ne m'a pas étonné. Rappelez-vous les affaires Wikileaks, Mordorf en Angleterre, c'est encore tout récent. Vous croyez que ça se passe comment? Ça ne peut pas se passer là-bas, encore qu'ils ont plus de moyens d'ailleurs que nous. Ça ne peut pas se passer là-bas et puis vous pensez que chez nous, ça se passerait autrement. C'est depuis longtemps que beaucoup de téléphones sont sur table d'écoute. Vous savez, quand vous décrochez votre téléphone, vous savez que vous êtes écouté. On le sait, beaucoup de gens le savent. Mais, puisque vous n'avez rien à vous reprocher, puisque vous n'avez rien à cacher, ça s'écoute, c'est pas un problème. Non, il faut qu'on commence peut-être à voir les choses telles qu'elles sont. Il n'y a que dans nos pays où tout devient mauvais, où tout, comme dit Suzanne, 2 mois avant l'élection présidentielle, est-ce que c'est ça qu'on veut? L'élection présidentielle, c'est pas la fin du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a que... Parce qu'il y a dans 2 mois une élection. Encore qu'elle dit dans 2 mois, elle ne sait même pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Je ne sais pas si c'est dans 2 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Alors, le Cameroun doit s'arrêter. Ça ne pose aucun problème. Non, aucun. Vous soyez, par exemple, un homme public et que vos correspondants soient autant violés. Non, ça ne me pose aucun problème. Pour la simple raison que je l'ai dit, un homme public n'a plus de vie privée. Un homme public est un homme public. Ça ne pose aucun problème dans la mesure où, parce qu'il faut faire une petite distinction, une toute petite distinction. Je vais prendre un cas simple. Nous avons vécu, prenons les cas que nous avons face à nous, hein. Nous avons vécu les affaires Strauss-Kahn, tout récemment. C'est un homme public. Vous avez vu jusqu'aujourd'hui où nous-mêmes l'affaire Strauss-Kahn. Il faut tenir compte de tout ça. Votre comportement, à partir du moment où vous êtes un homme public, vous devez en tenir compte à tout moment, même quand vous êtes dans votre chambre.
Il faut tenir compte du fait que vous êtes un homme public. Et ce n'est que comme ça que vous devez vous comporter. Ça, c'est très important. Donc, en tout cas, je ne suis pas pour les censures de quelque forme que ce soit. Mais par contre, la responsabilité, je l'entends bien, si vous posez des actes en tant que journaliste qui sont répréhensibles, vous devez payer les conséquences. Je pense aujourd'hui, pour ma part, que la responsabilité pénale est quand même déjà un peu dépassée. Il faut commencer aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on se bat pour que la loi sur la communication sur cet aspect soit quand même revue. Parce qu'on pense que... Pour dépénaliser la vie de bien sûr, il y a des dommages et intérêts, comme ça se fait dans d'autres pays. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelqu'un en prison pour lui faire savoir qu'il a mal fait son travail. Vous pouvez le condamner à payer des dommages et intérêts pour la personne. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe, parce qu'on est ici dans une histoire civile. Et vous ne pouvez pas partir d'une image ou d'une information pour vous retrouver derrière les barreaux. Il y a quand même d'autres moyens qui existent pour pouvoir le faire. Valérie Anaba, si à écouter Maître Mbami, les personnes publiques n'ont pas de vie privée. Mais le traitement qui est fait par ces deux parutions, la nouvelle et puis l'anecdote, qui font une extension ou alors une interprétation extensive des SMS en indiquant que ces SMS sont des natures compromettantes pour la sécurité du pays, la déstabilisation du régime en place. Est-ce que cela vous paraît plausible? Est-ce que cela vous paraît assez digeste? Oui, merci Fénéron. Je pense pour ma part que bien que je ne sois pas très surpris de ce que ce type d'information soit détenu, pour des simples raisons de sécurité, il est normal que le pays reste en éveil et qu'on sache ce qui se fait, et il y a des services spécialisés pour ça. Je comprends aussi que nous soyons très exposés, n'ayant pas nous-mêmes de satellites. Il est possible qu'en dehors de nos services de sécurité, que nous soyons écoutés ailleurs et que cela puisse être divulgué d'une manière ou d'une autre. Ce qui me semble un peu gênant dans le dossier, c'est le traitement qui en est fait effectivement, parce qu'à lire ces articles et ces SMS, la conclusion me semble relativement hâtive quand même, quant à lier la sécurité du pays avec ces messages qui, pour moi, le fond n'est pas très visible quant à la capacité à déstabiliser le pays. Et le Camerounais moyen, ou l'homme de la rue qui lit ces titres-là, peut effectivement paniquer. Et donc, je me demande si c'était vraiment nécessaire de présenter la chose de cette manière-là, tout simplement. Après, les buts visés... un peu gênant quand même. Cabinet. Oui, moi j'ai deux préoccupations. La première, pour Maître Mbami, il me fait sursauter quand il dit que l'homme public n'a plus de vie privée. Moi je pense que c'est une nouvelle notion qui certainement qui doit apparaître, parce que je ne comprends pas que parce que vous êtes un homme public, je peux me permettre de prendre le numéro du chairman John Froudy, le mettre dans un journal pour dire voici le numéro de John Froudy. Moi je dis, il y a des choses qui, bien qu'on soit un homme public, qui relèvent du privé. Ce n'est pas possible. Donc, moi je pense que ça c'est une violation et de la liberté et des libertés des gens. Donc moi je crois que je n'accepte pas, ou je ne comprends pas que Maître Mbami puisse me dire que parce qu'on est un homme public, on n'a plus le droit de vie privée. Bon, par contre, je réagis à ce que Suzanne m'a dit tout à l'heure, en disant que ceux qui réagissent par rapport à ces articles qui sont publiés, eux aussi participent à ce combat. Moi je crois que le journaliste qui publie, qui s'indigne du fait qu'une certaine forme d'information est divulguée de manière répétitive et de manière scandaleuse, le journaliste a aussi le devoir de s'indigner. Le journaliste a le devoir de s'indigner. Le journaliste, si tous les journalistes se taisent tout simplement parce que 3, 4, 5 journalistes sont en train d'asséner les mêmes incongruités ou les mêmes insanités, je pense que quand tout le monde se tait, ça veut dire que les deux choses où tout le monde est d'accord, ou alors tout le monde reste indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Moi, je ne peux pas rester indifférent devant une telle dérive. C'est pour ça que moi je me dis que ceux qui réagissent, comme la nouvelle expression qui a réagi en disant que bon ben voilà, certainement les gens sont surveillants, ou alors moi qui ai dit que non, là nous passons tout simplement à l'espionnage. Mais moi je ne pense pas qu'on puisse laisser passer cela tout simplement en se disant que ce qui est excessif est dérisoire. Non, moi je crois qu'il y a plusieurs niveaux dans le problème dont nous discutons, et je vais essayer de serrer tel que moi je le perçois. Je regarde d'abord la publication d'informations privées dans une certaine presse. Le contexte de cette publication et le principe des libertés individuelles.
moi je répète que quand l'anecdote, la météo se permettent ou s'autorisent ce genre de choses, nous ne sommes plus dans le journalisme, nous sommes dans la guerre politique. Et les différents clans utilisent les outils de communication qui existent dans l'espace politique. Et dans ce cas, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas du journalisme. C'est ce que je dis. Et je dis que ceux qui y répondent ne font pas du journalisme. Parce qu'ils savent très bien quels sont les tenants et aboutissants de ce genre de manœuvre et de manipulation. Ils le savent. Ce n'est pas n'importe qui peut s'autoriser n'importe quoi. Ce n'est pas à moi, Suzanne Kalalebe, qu'on a donné les SMS. Ce n'est pas à moi qu'on a donné un listing. Et d'ailleurs, on n'est même pas sûr que ce listing est réel, ni même que les SMS sont vrais. Donc tout ça, c'est quand même un peu, comment on appelle ça, comment on dit ça, c'est un peu cafouilleux, un peu glauque, quoi. C'est le terme que je recherchais, et un peu malsain. Et on peut se poser la question si on a le droit de légitimer ce qui est malsain simplement parce qu'on s'est publié. Moi je dis il faut le censurer. Censurer au sens où je n'entre pas dans ce débat-là. Et je ne considère pas qu'il soit... Alors vous pensez que vous taire, c'est la meilleure censure? Ce n'est pas me taire, ce n'est pas quelque chose qui est du journalisme. Je peux maintenant, politiquement, sur un plateau comme celui-là, dire nous sommes en politique, et en tant que citoyenne dire politiquement c'est quelque chose aussi. Non, mais la réaction n'est pas la réaction. Non, le journalisme qui réagit. Le journaliste qui réagit, il réagit sur quoi? Sur peut-être la question des libertés individuelles. Je dis bien peut-être. Mais or, quand on regarde le contenu des articles parus entre guillemets pour réagir, il ne pose pas une question de fond à laquelle Maître Bami répond d'une façon qui ne me convient pas du tout. C'est pas parce qu'on est homme public ou femme publique qu'on ne doit pas bénéficier de la clause constitutionnelle du respect des libertés individuelles et de la vie privée. La question c'est jusqu'où le fait d'être homme public vous expose à rendre compte de vos vies privées. De quoi devez-vous rendre compte? C'est de cet espace-là qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un autre espace. Il n'y a pas d'automaticité. De quoi dois-je rendre compte en tant que femme publique et qu'est-ce qu'on doit dire de moi sous prétexte que je suis femme publique? Si on fouille dans mes poubelles, par exemple, en période préélectorale, on n'est pas en train de dire que parce que je suis femme publique, on est en train d'utiliser mes faiblesses dans l'espace public pour décrédibiliser ma légitimité. Et dans ce cas, on n'est pas dans le droit. On est en politique, c'est-à-dire il n'y a aucun principe. Mais si on se réfère au principe constitutionnel, aussi femme ou homme public que l'on soit, on a droit au respect de la vie privée. C'est pour ça que je dis, pour moi, il y a deux débats. Dans le cas d'espèce là, la divulgation des SMS, etc., ou bien de n'importe quoi, ce n'est pas de l'information, c'est de l'intoxication en politique. Et contrairement à ce que dit Maître Bami, un homme public a sa vie privée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans une barbarie que l'on appelle la pseudo-démocratie et la transparence que l'on doit tolérer n'importe quel genre de choses. Et je m'étonne qu'un homme de droit comme Maître Bami, mais c'est vrai, j'allais oublier, c'est aussi un homme politique qui s'autorise à dire que tout doit se dire, c'est-à-dire que toutes mes ordures doivent être mises sur la table alors qu'on est dans un siècle écologique où on interdit que les choses pestilentielles soient mises sur le espace public. En même temps, vous ne reconnaissez pas aux hommes publics la possibilité d'avoir une vie privée. Mais autant est-ce que j'aimerais bien que vous prononciez, est-ce que cette déclaration de votre part reste maintenue lorsqu'on sait qu'une interprétation extensive est faite des SMS qu'on attribue à ces personnalités. D'ailleurs, on a découvert cette semaine une expression dans une des parutions, notamment l'anecdote TSB qui veut dire tout sauf BIA. C'est-à-dire que le journaliste présente ces SMS comme contribuant, n'est-ce pas, au réseau du TSB. Monsieur Maroc, je maintiens ce que j'ai dit. Je maintiens absolument ce que j'ai dit. Et je vais vous dire pourquoi. L'homme politique, je ne suis pas sur le plan, heureusement qu'elle a souligné, parce qu'elle a confondu mon rôle d'avocat et mon rôle de politicien. Ce n'est pas un avocat que vous avez invité ici, c'est un homme politique. Et je dis que l'homme politique, c'est celui qui doit aussi non seulement transmettre, il doit former, il doit enseigner. Si déjà vous n'êtes pas propre vous-même,
Si déjà, vous n'avez pas... c'est une question d'éthique. Il faut pouvoir vous donner un sens propre pour pouvoir apporter de la propreté aux autres. Il ne faut pas confondre les deux rôles. Moi, je ne suis pas sur le plan politique. Je suis sur le plan juridique. Je suis sur le plan excessivement, uniquement politique. Et je dis donc, s'agissant de ça, l'homme politique n'a pas de vie privée. Et je reprends. Vous pouvez compter combien de candidatures dans un pays de grande démocratie, parce que j'ai entendu Soudan parler de sa issue. Aux États-Unis, n'ont pas pu y aller simplement pour des petites questions de vie privée. Mais non, laissez-moi continuer. Je vous en prie, ce qui choque, c'est pas qu'on divulgue des SMS, mais c'est l'interprétation qui est faite autour de ces SMS. Est-ce que ces SMS sont de nature à mettre en péril la sécurité du pays, comme concluent les différents journalistes? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans de la manipulation? Non, monsieur Mahon, je ne veux pas aborder cette question-là comme ça. La sécurité du pays, ce n'est pas un SMS qui assure la sécurité du pays. Nous sommes quand même... C'est ce qui déstabilise la sécurité du pays. Loin s'en faut. Ça, je suis d'accord là-dessus. Loin s'en faut. Nous avons vu... Alors, donc nous sommes dans l'interprétation, dans l'analyse du traitement de l'information. Oui. Vous donnez votre caution à ce type de journalisme? Oui. Je donne ma caution à ce type de journalisme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne veux pas qu'on revienne... J'ai été très clair. Le mot de censure, il y en a dans ce pays. Parce que demain, vous allez apprendre qu'on a fermé tel journal, on a fermé ceci ou pour cela. Quand nous allons, excusez-moi un peu du terme, pavoiser autour de ça, la conséquence demain, parce que vous ne savez pas d'où ça vient, la conséquence demain, vous allez apprendre qu'on a fermé l'anecdote, on a fermé météo, on a fermé ceci. Il ne faut pas que nous donnions aux gens, quand on est dans un système comme le nôtre, et même dans beaucoup d'autres systèmes, il faut éviter de donner aux gens le bâton pour taper sur les gens. Il faut d'abord maintenir le principe. Parce que si on est organisé, ce principe, c'est celui de la liberté de la presse. Mais à côté du principe de la liberté de la presse, il y a des sanctions prévues par les organes nécessaires. Si quelqu'un estime qu'il a été outragé par une publication et ainsi de suite, cette personne a la liberté de saisir les juridictions nécessaires pour se faire rendre justice. Il ne faut pas prêter le flanc à ce genre de situation. Demain, vous allez apprendre qu'on a fermé telle chose. Et quand vous nous dites, oui, mais tous les journaux ont relevé que c'était mauvais, ils ont parlé de la sécurité de l'État. Mais attendez, Wikileaks a parlé de la sécurité.